Donc, grand 2, l'exemple de méthodisation. Donc, je vais prendre vraiment l'exemple le plus classique, qui est Fibonacci récursif. Oui, parce qu'il y avait un grand A généralité. Donc, je suppose que vous connaissez tous et tous la suite de Fibonacci. Tu connais les termes par cœur, c'est magique, voilà. Donc, Fibonacci, c'est une suite historique assez intéressante parce qu'elle a plein de curiosités mathématiques particulières, en particulier l'inverse des termes successifs tend vers le nombre d'or. Voilà. Et on y va. Donc, on définit la suite suivante. Donc, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1, et ensuite, pour tout n appartenant, enfin pour tout n appartenant à n privé de 0 et de 1, ben, en fait, f indice n, c'est fn moins 1 plus fn moins 2. D'accord? Ça, c'est Fibonacci basique. Alors, quand vous avez une suite comme ça, a priori, comme vous avez une relation de récurrence entre les termes, il s'avère que la façon la plus naturelle de faire ça en informatique, c'est de faire de la récursivité. La proximité entre le mot récurrence et le mot récursivité n'est pas due au hasard. Globalement, en fait, la récursivité, c'est un truc qui vous raconte que vous pouvez écrire de façon très très basique n'importe quelle relation de récurrence sous forme récursive. Et la récursivité, c'est ça en sup. Donc, naïvement, alors bien sûr, on peut le faire de façon itérative avec une boucle for, il n'y a aucune forme de problème. Mais naïvement, on peut se dire, mais tiens, ça a une bonne gueule. En fait, ce que ça vous raconte, c'est que calculer le n-ième terme de la suite de Fibonacci, ça revient à calculer le n-1e terme, calculer le n-2e terme et faire la somme avec des conditions d'arrêt qui sont celles-là. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire un codage naïf de ce truc-là en récursif et voir si ça marche. Donc, on code naïvement. En récursif. Donc, on est parti. Donc, je vais définir ma fonction f indice n, d'accord? Et donc, en fait, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir les cas d'arrêt. Alors, je rappelle qu'ici, il vous faut deux cas d'arrêt puisque vous avez deux appels récursifs ici. Alors, une façon assez rapide de l'écrire, c'est la chose suivante. Si n est inférieur ou égal à 1, vous retournez n. C'est une coïncidence rigolote, c'est que f de 0 vaut 0 et f de 1 vaut de 1. Et donc, en gros, dès que n est inférieur ou égal à 1, vous retournez n directement. C'est une façon compacte de l'écrire. Alors, c'est pas grave, si vous n'y avez pas pensé, c'est pas grave. Et sinon, vous faites l'appel récursif, c'est-à-dire que vous retournez la somme de fn-1 plus fn-2. Donc voilà un codage Python ultra naïf en récursif, d'accord? Voilà. Donc en gros, vous vous souvenez, je peux en profiter pour vous rappeler comment ça marche la récursivité? Ou un petit rappel? Oui? Non, c'est bon? C'est bien? Alors, je vous rappelle comment ça marche parce qu'en fait, ensuite, quand vous n'avez pas vu les piles en particulier, il est tout à fait possible que ça vous ait échappé en fait la fonction dont ça marche. Alors, je vous rappelle un peu ce qui va se passer dans cette histoire-là. Alors, quand vous faites un truc récursif, c'est pas très compliqué. Le programme va en fait créer ce qu'on appelle une pile de récursivité. Python détecte lui-même que vous appelez la fonction à l'intérieur d'elle-même, d'accord? Donc, si vous voulez, je peux vous montrer, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais voilà. Donc, par exemple, si vous faites f de 5, d'accord? Voilà, on essaie de calculer f de 5, et bien Python fait OK, f de 5. Alors, bah, c'est pas ça, parce que 5, c'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, je dois calculer ça. Il dit, en fait, je vais retenir en mémoire le fait que je dois faire une somme, d'accord, entre deux termes, d'accord. Et il dit, bah donc là, je dois calculer fn-1 et fn-2, d'accord, et donc il va recalculer cette histoire-là, et donc il sait en fait que là, il va devoir faire une somme entre deux termes. Donc il attend en fait deux entrées de chaque côté, d'accord. Donc ensuite, il dit, bon alors en fait, visiblement, il faut que je calcule f de 4, d'accord. Donc il va empiler ici, d'accord, et pour calculer f de 4, bah, il va faire tout le truc, ça marche pas. Ah bah là, je vais encore avoir une somme à faire.
D'accord? Puis ensuite, bah, donc f de 4, il y va. Donc, ah bah là, j'ai encore une somme à faire, dans lequel je vais devoir avoir deux entrées. D'accord? Cette histoire-là. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un, et là, en fait, il va dépiler. Il va dire, ah, mais tiens, en fait, maintenant que j'ai f de 2, je peux le faire. Il va dire, ah, bah non, je vais faire f de 2 plus, ah, bah merde, pour faire ça, il va continuer à empiler comme ça au fur et à mesure. Donc, en gros, en fait, toute la récursivité fonctionne. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple avec un double appel, d'accord, pour comprendre comment ça marche la récursivité. Vous voulez vraiment un cours complet sur la récursivité ou je peux le faire, hein, ça me dérange pas. D'accord, c'est bon. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'en fait, il va empiler les opérations qu'il reste à faire. Et la structure de pile, elle va faire que quand il va dépiler, les arguments vont rentrer naturellement dans le bon sens. Donc là, il y a une espèce de magie comme ça qui tient essentiellement à la façon dont une pile fonctionne. C'est qu'en gros, bah, la dernière opération qu'il lui reste à faire, le premier résultat qui va rentrer, c'est le premier qui va revenir d'un return et qui ne sera pas un truc en liste d'attente. Et après, il va dépiler comme ça, tac, 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 tac. Donc en gros, vous voyez que cette pile-là va croître, d'accord? Et si vous avez qu'un seul appel récursif, si par exemple on avait que ça, par exemple, bah, vous voyez qu'en fait, ma pile, elle croîtrait, pardon, jusqu'à n termes, d'accord? Pour F5, il faut calculer F de 4, puis F de 3, puis F de 2, puis F de 1, puis ensuite il va dépiler, et il va retourner ce qu'il faut, d'accord? Le problème, c'est qu'ici, vous avez deux termes, ce qui fait que grosso modo, alors il va d'abord plonger jusqu'à celui-là, d'accord? Donc il fait F de n-1, donc F de n-2, donc F de n-3, donc F de n-, il va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il tombe sur un cas d'arrêt. Et ensuite, quand il va essayer d'additionner en remontant, il va devoir replonger une deuxième fois, d'accord? Puis replonger une troisième fois, puis replonger une quatrième fois, etc., etc. Donc, en gros, il va d'abord explorer toute cette partie-là, puis ensuite, en dépilant, il va ensuite explorer, enfin, une espèce de valeur après. Résultat des courses, quand même, vous risquez d'avoir une pile qui va en fait avoir une taille extrêmement importante. Grosso modo, la taille maximale de votre pile, même si votre pile a priori n'atteindra pas ça à cause du pillage, la taille maximale de votre pile. Alors ça dépend en plus comment c'est foutu. Il y a des fois, il dit bah tiens, j'ai ces deux trucs-là, puis je retiens plus d'abord. Donc il empile d'abord les opérations, enfin les trucs à retenir avant de faire l'opération. Et donc en gros, la taille de votre pile peut atteindre 2 puissance n. Et ça, c'est beaucoup. D'accord? Puisque vous avez deux appels récursifs à chaque fois. Vous avez n cartes. À chaque fois, x2, 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 x2. Donc vous vous retrouvez avec 2 puissance n appels récursifs. Donc en fait, ça c'est un cas hyper connu en informatique, celui-là, mais il y en a plein d'autres par ailleurs. Il y a aussi des coefficients binomiaux qui ont les mêmes genres de relations. En gros, si vous voulez mettre à genoux un ordinateur, vous faites ça. Et vous lui demandez de calculer f de 30. Voilà. Et vous allez avoir un stack overflow quasiment instantanément. Parce que grosso modo, en fait, la pile de récursivité deviendra beaucoup trop grande par rapport à ça. Je rappelle qu'en Python, la pile de récursivité est limitée à 999 étages, éléments, et que 2 puissance 10, ça a pour but de faire 1024. Donc, si vous faites ça avec 30, bah, exposer la pile sans aucune forme de problème. Donc ça, c'est un problème et c'est étonnant. C'est étonnant parce que finalement, si je vous demande de calculer f de 10, vous n'avez pas l'impression de faire un truc incroyable dans cette histoire. Si vous le faites de façon itérative, d'accord, c'est pas mortel f de 10, quoi. Bon, f de 2, ça vaut 1, f de 3, ça vaut 2, f de 4, enfin voilà, vous n'avez pas l'impression que vous surchargez la mémoire pour calculer Fibonacci de façon itérative. Donc en fait, la vraie question, c'est comment ça se fait que le passage de l'itératif au récursif rendre le problème aussi horriblement compliqué et aussi gourmand en ressources, alors que essentiellement, on fait quand même les mêmes calculs. Vous comprenez le problème? Et ben en fait, la réponse, c'est que parce que essentiellement, on fait pas les mêmes calculs. Parce que regardez ce qui se passe quand je fais f de 5. Quand je fais f de 5, il va dire, OK, je dois calculer f de 4. Pour calculer f de 4, il va devoir calculer f de 3. Pour calculer, d'accord, c'est le premier terme à chaque fois de la somme. Et ensuite, quand vous allez remonter, vous dites, OK, il dit, ah, mais là, attends, je dois calculer f de 3. Donc, pour calculer f de 3, je dois calculer f de 2, etc., etc. Sauf que tous ces termes-là, on les a déjà croisés ici. Et en fait, il les recalcule deux fois, à chaque fois. En fait, en gros, il va calculer deux fois l'étage d'en dessous, quatre fois l'étage encore en dessous, 8 fois, 16 fois, et donc vous avez en fait 2 puissance n calculs, alors que théoriquement, vous devrez faire ce calcul qu'une seule fois. Sauf qu'en fait, comme il passe son temps à explorer et qu'il ne retient pas ce qu'il a fait, en fait, vous augmentez littéralement le nombre de calculs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir n calculs, vous êtes d'accord qu'en itératif, pour calculer f de 15, bah, j'ai besoin de faire 15 calculs, même un peu moins, 13, d'accord. Mais en fait, là, pour le coup, en récursif codé comme ça, pour calculer f de 15, j'aurais besoin de faire 2 puissance 15 calculs. Et pour le coup, 15 et 2 puissance 15, c'est pas exactement le même ordre de grandeur, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc là, en fait, en le codant de façon naïve, on fait une grosse connerie, c'est qu'en fait, on demande à la machine de faire une quantité considérable de calculs. Donc, vous imaginez, en fait, ça signifie quand même que si je fais ça avec 15, sur les 2 puissance 15 calculs qu'il va faire, il n'y en a que 15 utiles. Alors, ça, comme gabegie d'énergie et de temps, il y a pas mieux. Enfin, je sais pas si vous imaginez, c'est 99,99% des calculs qui, en fait, en vrai, servent à que dalle. On est d'accord là-dessus? Donc, comment on fait pour ça? En fait, on comprend bien la méthode, c'est que s'il retenait les calculs qu'il a déjà faits, eh ben, il n'aurait pas besoin de les refaire. On pourrait casser le process. D'accord? Et ça porte un nom. Ça s'appelle la mésoisation. D'accord? Donc, on va introduire en fait un élément dans lequel on va réussir à comprendre les choses et qui va en fait retenir au fur et à mesure les calculs pour lesquels il a déjà la réponse. Comme ça, quand il tombe dessus, il n'est pas emmerdé. D'accord? Donc, on va faire ça. Je réécris la problématique et je vous montre comment ça se fait. Donc, on est parti. Le problème de cet algo, enfin de cette implémentation, plus exactement, cette implémentation est que la machine va faire grosso modo 2 puissance n calculs là où n suffirait. Et en fait, le problème, c'est que la machine ne se souvient pas qu'elle a déjà fait le calcul pour les termes suivants. Elle ne se souvient pas des calculs déjà aboutis. Voilà. Donc, le principe est simple, c'est qu'on va devoir passer en fait dans cette histoire un espèce de tableau sur lesquels on va, avec lesquels on va avoir une mémoire en fait dans cette histoire pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, le principe est relativement simple. Euh, Voilà. Et on va donc avoir ce tableau qui va se balader dans tous les sens. Tout le monde, comment ça marche? Donc, on va utiliser, je regardais juste l'implémentation que j'avais présentée. On va utiliser, alors, donc ça c'est une définition, le principe de mésoisation, qui consiste à créer, ou plutôt à mémoriser. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas vraiment cherché pourquoi on appelle ça une mésoisation et pas une mémorisation, un terme un peu plus simple. Mésoisation, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. C'est à mémoriser les résultats déjà obtenus. Alors en fait, l'idée est relativement simple ici, vous allez voir. Donc, on implémente. Alors, donc en gros, je vais le faire comme ça. Déjà, mon code, je vais l'implémenter de la façon suivante. Je vais définir en amont la valeur de n qui m'intéresse. Alors bien sûr, on pourra remettre là de tout ça dans une fonction. D'accord? Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir l'intégralité, un tableau qui contient l'intégralité des valeurs de la suite de Fibonacci jusqu'à n-1. D'accord? Donc, on est parti, je regarde juste, voilà. Donc, en gros, comme je vais avoir de f de 0 jusqu'à f de n, je prends f de n pour pas m'embêter, je crée en fait une liste que je vais appeler déjà fait, et en fait, qui va tout simplement être une liste de 0. Il m'en faut combien d'éléments si je veux? Ouais, donc ça fait combien d'éléments? N plus 1, tout à fait. Donc, grosso modo, au départ, je remplis une liste de 0. D'accord? Il y a, N plus 1. Donc, ici, la marque 0 veut dire que j'ai pas encore calculé ce truc-là. Alors, bien sûr, il y a un petit problème comme f de 0 ou 0, mais comme de toute façon, ça c'est un des cas d'arrêt, on le verra pas. Donc initialement, j'initialise un tableau et cette truc-là, ça va être une variable globale qui va en fait baver à l'intérieur de mon algorithme récursif. À partir de ce moment-là, en fait, je vais définir ma fonction que je vais appeler Fibo. Je vais l'appeler fmeso, comme ça. Fibonacci avec médoisation de n.
Et en fait, la fonction va ressembler considérablement à celle-là, mais un petit détail. Les cas d'arrêt vont être les mêmes. Donc, if n est inférieur ou égal à 1, on retourne n. Jusque-là, pas de problème. Mais en fait, sinon, et là, ici, on va avoir deux cas. Soit en fait, donc là, vous voyez que dans cette partie-là, n, hein, l'argument n ici, d'accord, est forcément strictement plus grand que 1. Donc les deux premiers caractères en particulier ne m'intéressent pas. Donc ensuite, j'ai que des zéros initialement. Donc, si jamais dans ma liste, j'ai un élément qui est non nul, ça signifie en fait que je l'ai déjà calculé. Et donc comme je l'ai déjà calculé, eh ben, je retourne directement cette valeur-là. Et donc je ne fais pas d'appel récursif. Je continue là. Sinon, eh bien en fait, vous faites le même boulot que tout à l'heure. Alors on va le faire un peu autrement. Vous allez stocker dans une variable A le résultat du calcul. Ça c'est f méso de n-1 plus f méso de n-2, d'accord? Donc ça c'est la relation de récurrence. Une fois que ce résultat sera sorti, vous allez le stocker là-dedans. Et comme ça, si vous retombez dessus à un prochain appel récursif, vous n'aurez pas besoin de faire ce truc-là. Donc vous dites tout simplement que déjà fait de A, de n est égal à A, et vous retournez A. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, on peut regarder ça par exemple avec n égale 3 pour pas trop se perdre dans ces histoires-là. Donc imaginez que je veux calculer f méso de 3. Donc j'ai pris n égale 3, j'ai une liste dans les indices vont de 0 jusqu'à 3, d'accord, une liste de taille 4. Donc, lors de mon premier appel, bien sûr, déjà fait de 3 vaut 0. Donc, il faut quand même que je fasse le boulot. D'accord? Je n'ai pas réinventé les coefficients. Donc, je vais là. Lui, il dit, ah bah ok, f de 3, il faut que je calcule f de 2 et il faut que je calcule f de 1. D'accord? Donc, f de 1, c'est cool, il le connaît déjà, parce que c'est un des cas d'arrêt. Et pour calculer f de 2, il va devoir calculer f de 1 et f de 0. À partir du moment, en fait, où il aura calculé f de 2, il va donc stocker les choses ici. En particulier, f de 2 sera stocké lors du calcul de ça. Et donc, quand il va repasser une deuxième fois, en fait, tous ces termes-là seront remplis dès le départ. Et donc, en gros, en fait, vous allez avoir un premier appel où il va aller en profondeur, il va commencer à calculer les coefficients, d'accord? Donc, en gros, il va les remplir un peu comme ça, il va descendre jusqu'à f de 1, puis ensuite, hop là. Et donc, au fur et à mesure, votre tableau, vous allez avoir f de 2, puis f de 3, puis f de 4 qui vont se remplir. Par contre, quand il fera des appels comme ça en transversal, il retombera dans des valeurs qui ont déjà été remplies. Donc, il ne retombera pas tout en bas de votre arborescence. À l'arrivée, au lieu de faire 2 puissance n calcul, vous en faites que n. Et grosso modo, vous remplissez les L valeurs de votre tableau et vous cassez les appels récursifs en constant. Vous comprenez le principe de la mésonisation? C'est pas hyper compliqué en fait. Je vous dis juste, si tu as déjà croisé le calcul, fais-le. Alors bien sûr, tous les algorithmes ne se prêtent pas à la mésonisation. Il y a des fois c'est débile et ça sert à rien. Vous allez faire un truc itératif comme ça. Mais la mésonisation, c'est vraiment un truc qu'on utilise très souvent quand vous avez une construction de la solution de haut en bas. On est en train de faire là, une partie de n. Vous montez jusqu'en bas pour aller chercher la valeur de n par récursivité. Ou vous pensez que vous allez avoir plusieurs possibilités d'appel récursif. Ouais. Là, c'est un n. En gros, ce truc-là te donne le résultat de f indice n. Donc tu le colles là-dedans et tu dis, bah, si jamais je retombe dessus dans un calcul, eh ben, en fait, je m'arrête là. Tu casses en fait le process d'appel ici. Donc bien sûr, il y en a un qui va se faire en entier, ça, au départ, c'est vide, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, ça va finir par se faire. Donc ça, c'est pas pratique, cette histoire. Et donc là, sincèrement, vous pouvez largement tester. Hein, vous faites les deux versions, celle que je viens d'effacer qui était en dessous, et celle-là. Vous les faites tourner sur un ordinateur avec n égale 20, vous allez voir la différence, mais instantanément. C'est extrêmement brutal. En particulier, vous pouvez mettre un compteur ici, pour voir combien de fois vous êtes arrivé là. Et il y a un cas où vous allez tomber sur un truc qui ressemblera à d'autres choses.
Il y a un cas où vous avez accroché un truc qui ressemble à peu près à là, vous avez vraiment littéralement sauvé le truc. Donc c'est extrêmement pratique. Alors, bien entendu, cet exemple-là souffre d'un problème, c'est que probablement une partie d'entre vous sont en train de se dire, mais pourquoi on ne le fait pas en itératif et puis on se fait chier. Voilà. Le problème, c'est qu'il existe pas mal d'algorithmes qui sont extrêmement difficiles à coder en itératif, alors qu'en récursif, c'est très très simple, mais qui présentent ce genre de problème. Et donc, c'est le cas des tours de Hanoï, par exemple. C'est les tours de Hanoï. Ouais, d'accord. Donc, ça se code très bien en récursif. Par contre, effectivement, en fait, le problème des tours de Hanoï, c'est que ça peut être très gourmand, justement parce qu'en fait, il y a pas mal de sous-problèmes qui ont déjà été calculés, et qu'on recalcule une deuxième fois parce qu'il y a plusieurs appels récursifs dans Hanoï. Donc, en gros, dès que vous allez avoir plusieurs appels récursifs dans un truc, la probabilité que la mémorisation vous sauve un peu la vie en termes de complexité est assez élevée. Si je me trompe pas, en TD, vous avez le calcul du coefficient binomiaux pour faire la même chose que ça. Vous connaissez quel est le coefficient binomiaux, ça vous parle? Le triangle de Pascal, là. C'est pareil, c'est une relation de récurrence à deux. Alors là, c'est plus compliqué parce que d'avoir une liste, vous aurez une matrice, puisque c'est CNP à chaque fois, donc vous avez deux coordonnées, mais ça revient littéralement au même pour faire le calcul. Et là, c'est la même chose, vous allez retenir tous les coefficients que vous avez déjà calculés, vous allez les piocher au fur et à mesure, si jamais vous les avez déjà croisés. Donc, dans le principe, encore une fois, je suis pas sûr que soyez censé savoir pondre ça complètement. Par contre, vous êtes censé, si jamais vous tombez sur un algo comme ça au concours, c'est reconnaître que c'est la méthodisation. N'oubliez pas que ça peut être des questions hyper simples, en fait. Genre, comment appelle-t-on ce genre de procédé? La méthodisation, tu peux répondre gratos. D'accord? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, la récursivité, c'est simplement qu'une fonction s'appelle elle-même. La méthodisation, c'est le fait d'utiliser un objet pour stocker les résultats que tu as déjà calculés. La récursivité, c'est ce que enfin, les deux sont récursifs par ailleurs, hein, en l'occurrence, hein, ça aussi c'est une fonction récursive, mais elle est récursive avec la méthodisation pour optimiser le processus. Voilà. Donc c'est pas, en général, la méthodisation est encore une fois une solution pour pallier au problème que la récursivité peut te faire exploser le nombre de calculs juste parce que tu as fait un truc un peu trop naïvement. D'accord là-dessus? C'est bon? Oui, je t'écoute. Alors, en fait, non, parce que si tu fais ça à l'intérieur, tu vas réinitialiser ta liste à chaque appel récursif. Donc, ta liste doit survivre à l'appel récursif. Donc, une façon de faire ça très proprement, là, j'ai fait un truc pas beau, c'est que je fais une règle globale, en fait. J'ai bavé ma liste dedans. Donc, tu peux passer déjà fait en argument à chaque fois. Ce sera plus propre. Et si tu veux vraiment tout faire ça en fonction, tu peux venir une fonction qui s'appelle Fibonacci, qui n'est pas récursive, elle, et dans lequel tu vas encapsuler tout ça sans problème. Et le n qui est là serait l'argument de Fibonacci. Voilà, on peut le faire comme ça aussi. Il y a plusieurs codes. Là, je l'ai fait vraiment en mode très basique. Mais si tu veux vraiment faire ça propre, tu mets ça dans une fonction non récursive. Ça apporte un nom en fait en récursivité, ça s'appelle une fonction récursive auxiliaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu définis ça en dehors et tu prends une fonction qui, elle, n'est pas récursive, mais qui va appeler une fonction récursive en interne avec plus de paramètres, qui sont les paramètres internes de ton problème. Voilà. D'accord, c'est la visualisation? C'est bon? Super, il me reste un peu de temps. Donc, on va passer maintenant au dernier algorithme de programmation dynamique que je vais vous montrer en cours, qui va nous occuper aujourd'hui et la semaine prochaine. D'accord? Qui est l'algorithme dont j'ai déjà parlé, qui est l'algorithme du sac à dos. D'accord? Ou l'algorithme du voyageur de commerce, ou l'algorithme du machin. Sac à dos, ça vous parle? Vous avez théoriquement fait ça avec Madame Cousy l'année dernière. Bon, c'est pas grave, on va le refaire de toute façon. Bien. Donc, grand 4. Alors, tous ces algorithmes par ailleurs sont dans l'aide-mémoire et vous avez dans votre aide-mémoire là-dessus deux algorithmes supplémentaires. Un algorithme tagué PC étoile parce qu'il n'est pas du tout simple, qui est l'algorithme de la plus grande sous-suite croissante. D'accord? Très utile en génétique par ailleurs. Et le dernier algorithme qui est l'algorithme de Floyd-Warshall, je vais y arriver, voilà, qui est une alternative à l'algorithme de Dijkstra en programmation dynamique pour parcourir un graphe. Alors, il est la chose suivante, donc petit 4, un classique, le sac à dos. Voilà. Alors, quand je dis un classique, c'est vraiment un gros classique, a priori. Voilà. Bon. Euh, qui vous raconte la chose suivante. Alors,
Le principe est simple. Vous avez donc un ensemble d'objets, d'accord? On va numéroter de 0 jusqu'à n-1, d'accord? N objets. Et ces objets possèdent deux caractéristiques, une valeur et un poids. Alors, si j'étais un physicien, je dirais une masse parce qu'il y a un poids, donc voilà. Pour l'instant, on va faire des trucs ça. D'accord, voilà. Donc un poids. Le, le principe est simple, vous pouvez emmener dans votre sac à dos. Alors là, pour le coup, vu le nombre d'objets et vu le nombre de merdiers, on aurait plutôt parlé du problème du porte-container plus que le problème du sac à dos, mais ça, c'est une autre conversation. D'accord? En fait, vous pouvez emmener dans votre sac à dos, dans votre chaloupe, dans votre camionnette, ce que vous voulez, une masse maximale. Et le but du jeu, c'est de trouver quelle est la valeur maximum que vous pouvez emmener tout en respectant cette contrainte de masse. D'accord? Voilà l'idée. Vous comprenez le problème physique? Voilà. Donc, je vous l'ai pris, d'accord? Donc, on dispose de n objets, donc numérotés de 0 jusqu'à n-1. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Et caractérisé par un poids que je vais appeler n indice k. Je sais, c'est pas homogène. Je sais pas. Un poids, une masse, tout ça, voilà. n indice k et une valeur v indice k. Voilà. Donc c'est des tuples, comme ça. Donc, une forme de... Alors, petite remarque, c'est pas forcément obligatoire pour VK, mais par contre, les poids MK sont forcément des entiers. D'accord? Ça, c'est un truc extrêmement important. MK appartient à N. Et a priori à N étoile, parce que sinon, bon, on peut avoir des objets gratos, comme voilà, le dire qu'il faut les mettre en premier. D'accord? Donc en gros, ils ont forcément une masse non nulle. MK appartient à N étoile. On peut faire la même chose avec VK, c'est moins obligatoire. Pour les MK, c'est obligatoire. Donc, on peut emmener un poids maximal que je vais appeler grand M, d'accord? Ce poids grand M, il appartient aussi à une étoile. Question, quelle est la valeur maximale qu'on peut emmener? Et question bonus, c'est quoi la collection d'objets correspondante? Parce que c'est le même problème que l'extra. C'est important de savoir que vous pouvez emmener tant d'argent avec vous, mais si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est pas la solution. Donc, quelle valeur maximale peut-on emmener et à quels objets ceci correspond-il? Voilà. Alors, il existe trois versions de la solution à ce problème. La première, elle est la suivante. Vous faites toutes les collections d'objets possibles et vous regardez celle qui vous enfin, en tout cas, et qui ne dépasse pas M, en tout cas, et vous regardez celle qui vous rapporte le plus de pognon. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous faites si jamais votre nombre d'objets n'est pas considérablement grand. D'accord? Néanmoins, c'est quoi la complexité de cet algorithme si on le fait? En gros, il y a combien de collections d'objets possibles sans même se poser la question de grand M? Alors, c'est pas une factorielle en fait, non. Ouais, c'est 2 puissance n, pourquoi? Ouais, ça c'est la version hardcore du problème. En fait, dans une collection, pour chaque objet, vous avez le choix entre je le mets ou je le mets pas. Donc, en fait, vous avez deux choix à chaque fois pour tous les n objets. On est d'accord? Donc, en gros, ça vous fait 2 puissance n possibilités. D'accord? Tout simplement, grosso modo, vous avez n objets. Vous pouvez coller ça sur un truc en binaire, d'accord? Sur tous les numéros d'objets, et puis chaque objet, c'est soit 0, soit 1. Et vous savez qu'avec ça, vous pouvez représenter 2 puissance n configurations différentes. Donc, en gros, l'algorithme naïf, c'est un algorithme en complexité 2 puissance n. Théoriquement, depuis le temps qu'on vous bassine avec la complexité, vous savez qu'un algo de complexité 2 puissance n, vous ne faites pas. On est d'accord? Enfin, je ne sais pas si Madame Cousy vous l'a raconté comme ça, mais théoriquement, au-dessus des polynômes, on ne touche pas à ça. Tout simplement parce que, grosso modo, vous serez mort avant que l'ordinateur vous sorte le résultat. Pas compliqué, en fait. Donc, tout ce qui est facteur ln de puissance n, c'est le genre d'algorithme auquel on ne touche pas.
Vous comprenez pourquoi, hein? D'accord? Je sais pas, Madame Coudy, vous avez fait des cours avec le timing que ça prend quand même, ce genre de délire. D'accord? Voilà. Puis sur scène, c'est juste pas la peine, je parle même pas des facteurs Hélène possibles. Donc déjà, ça c'est le premier problème. Donc l'algorithme naïf, il est exclu. Il va falloir trouver des trucs intelligents. C'est dur. Alors en fait, avec Madame Cousy l'année dernière, vous avez dû voir la version gloutonne du problème. Oui? Je sais pas, il y en a qu'un qui dit oui là. Les autres, vous étiez là l'année dernière? Ouais, c'est bon. Donc, en fait, il existe une version gloutonne du problème qui, par ailleurs, vous donne un truc, vous donne un truc très satisfaisant. Vous vous souvenez de la méthode gloutonne ou pas? Ouais. En gros, vous classez vos objets par objet, par coefficient d'intérêt, en fait. Donc, un objet est d'autant plus intéressant que sa valeur est élevée et que sa masse est faible. Donc, en gros, en fait, ce qu'on fait dans la version gloutonne, c'est que vous faites le rapport VK sur MK, d'accord? Et vous classez ça de façon décroissante. Et puis, en fait, vous rajoutez les objets tant que vous pouvez le faire avec ce coefficient-là. En gros, vous mettez d'abord les objets qui ont le plus d'argent par unité de masse. D'accord. Ça, c'est vraiment algo de physicien, ça, globalement. En fait, on est fait une espèce de grandeur intensive sans problème. La valeur sur la masse, allez, maintenant, on va changer. Et puis, au fur et à mesure, tant que vous pouvez mettre les objets, vous les mettez, sinon vous passez au suivant qui est moins intéressant, mais qui a peut-être le bon goût d'être moins lourd. Donc, en partie, de pouvoir se glisser dans les interstices. Alors, il s'avère que cet algorithme glouton est un algorithme assez satisfaisant par ailleurs. Il faut vraiment se battre pour trouver des cas où il n'amène pas à la solution optimale. C'est le cas de beaucoup d'algorithmes glouton par ailleurs, mais il n'amène pas à la solution optimale. Il existe des cas où en fait, c'est pas, en grosso modo, c'est le cas en particulier où vous avez un objet assez lourd, mais qui est pas au début, d'accord? Et qui serait assez intéressant de placer quand même en masse et ensuite de combler tous les petits trous. D'accord. Et donc l'idée, c'est que l'algorithme glouton vous donne pas forcément la solution optimale, et il existe en fait un algorithme de programmation dynamique qui vous donne la solution optimale. D'accord. Et on va commencer à l'étudier maintenant, et on verra la semaine prochaine, on le terminera la semaine prochaine. Petite remarque sur vos résumés de cours, d'accord? Poly de cours, j'ai recodé, si je me trompe pas, je vérifie quand même. Oui, j'ai recodé le sac à dos en mode glouton. Donc vous pouvez le retrouver si jamais ça vous intéresse, avec en plus une magnifique révision du triabule. Ouais, le plus grand bloc. Vous avez vos méthodes de tri quand même. Je vous rappelle qu'il faut qu'il y en ait une que vous connaissiez par cœur. Choisissez celle que vous voulez. Mais vous devez savoir coder une méthode de tri comme ça, schling. Voilà. Ça me semble, dans les attendus du programme, ça me semble être ça le truc. Alors, on y va. On va essayer de comprendre la physique On va faire comme avec l'escalier. On va essayer de comprendre la physique du problème aujourd'hui et on va l'implémenter la semaine prochaine. Alors, le principe est simple. Alors, tous les problèmes de programmation dynamique avec construction de bas en haut, d'accord, faire là, impliquent en fait des relations de récurrence. Autrement dit, vous avez un problème avec un entier n qui va caractériser l'avancement du problème, d'accord? Et vous allez vous poser la question de savoir, d'avoir une relation de récurrence entre un problème de taille petite et un problème de taille un tout petit peu plus grande. Alors déjà, on va essayer d'isoler les problèmes, d'accord? Donc le principe est simple. Je vais appeler les problèmes divers et variés. Donc, en fait, on désigne par, je vais l'appeler P indice K, d'accord? En fait, le problème qui n'utilise que les objets numérotés de 0 à K. Donc le même problème, n'utilisant que les objets de 0 à K. Alors ça, c'est assez intéressant comme conception, parce que vous voyez que P0 est un problème simple, a priori, parce qu'il n'y a qu'un seul objet, l'objet numéro 0. Et notre problème original, c'est P quoi? C'est P indice quoi, notre problème original? Donc, je vous rappelle. PK, c'est le même problème, sauf qu'au lieu d'utiliser tous mes objets, j'utilise que les objets numérotés de 0 jusqu'à K. Effectivement, ce sera Pn-1. Donc, l'idée ici est la suivante. Donc, ça, c'est un premier truc. P0 est trivial.
D'accord? Vous êtes d'accord que le problème du sac à dos avec un seul objet, c'est pas compliqué en fait. C'est soit vous pouvez le porter parce qu'il est pas trop lourd, soit vous pouvez pas le porter. C'est terminé. On est d'accord? Et en fait, et P indice n-1 est le problème complet. Alors, petite remarque, vous voyez qu'il y a un truc qui se passe, c'est que l'ordre, la numérotation des objets va changer la façon dont vous allez traiter le problème, mais par contre, la solution à l'arrivée ne dépendra pas de l'ordre. Ça, c'est assez rigolo, pour le coup. Et vous trouvez une solution optimale avec ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et en fait, on va encore subdiviser ce problème en un problème plus petit. En fait, je vais dire la chose suivante. On appelle alors je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler PI. J'aurais dû numéro TJ, c'est pas grave. PIK. Donc vous voyez que c'est comme PK ici, d'accord? Et en fait, je vais rajouter un coefficient supplémentaire. PIK, c'est le problème du sac à dos, mais au lieu d'être limité par la masse grand M, d'être limité par. Donc PIK, c'est la solution, ou en tout cas le poids que vous pouvez emmener, le poids optimal que vous pouvez enlever, si vous êtes limité à un poids de I en utilisant que les 4 premiers objets. D'accord? Donc c'est un sous-sous-problème. Ce problème-là est un sous-problème de l'ensemble, et ensuite vous redécoupez votre problème en fait autant d'unités de masse que vous avez entre 0 et grand M. D'où la contrainte forte sur le fait que vos poids et vos masses doivent être exprimés selon des entiers. D'accord là-dessus? Vous voyez le sous-problème? Donc on est parti, ça, c'est donc le problème du sac à dos limité à I et n'utilisant que les objets entre 0 et 40. Donc si on réutilise ces notations-là, notre problème complet, c'est quoi? Si j'utilise avec ces notations-là, c'est P grand M n-1. D'accord? Donc le problème complet est P grand M n-1. Voilà. Vous sentez le truc venir? C'est quoi un objet, grosso modo, est caractérisé par deux entiers qui se baladeraient l'un entre 0 et grand M, l'autre entre 0 et n-1. C'est pas un objet mathématique, informatique, ça fera la même chose, écrit par deux entiers. Ouais. C'est question d'une matrice, d'accord? Donc en gros, vous voyez que tout ce problème-là peut être représenté en fait dans une espèce de matrice hyper bizarre, dont le nombre de lignes sera exactement le nombre d'objets, ce qui va correspondre à l'indice K, et dont le nombre de colonnes, et c'est là où c'est extrêmement perché comme histoire, va correspondre en fait à la masse totale que vous pouvez emmener plus 1, de 0 à grand M. Et donc là, il y a la même chose que dans l'escalier. Vous vous souvenez, il y avait une espèce de mélange des genres entre le numéro de l'escalier et les pas. Là, on a des espèces d'ajouts entre des trucs qui avaient l'air pas très ajoutables. Là, on va faire exactement la même chose. En fait, nos numéros de colonnes vont être une grandeur physique qui est le poids de votre objet, le poids cumulé de vos objets. On est d'accord là-dessus? Donc, on va décrire ça par une matrice. Ça, c'est assez intéressant. Et par contre, vous constatez un truc, c'est que si grand M vaut à peu près 45 millions, ça veut dire que vous allez avoir 45 millions de colonnes quand même. Donc c'est un problème qui peut être, enfin, une solution en tout cas qui peut être extrêmement gourmande d'un point de vue espace. Vous allez faire des tableaux qui sont assez monstrueux, mais ça marche. Ça c'est rigolo. Alors petite remarque, si même pour les meilleurs d'entre vous, ça commence à vous faire mal au crâne, c'est normal, hein. C'est pas du tout, c'est des mécanismes de pensée qui sont hyper nouveaux, la programmation dynamique par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc on décrit alors le problème par une matrice. Alors on y va.
Cette matrice va avoir n lignes, où n est le nombre d'objets, et elle va avoir grand M plus une colonne. C'est-à-dire, autrement dit, la masse que vous pouvez emmener plus 1. Tout simplement pour que la colonne, il y a une colonne 0 ici, qui correspond à si jamais mon sac a une masse nulle, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que cette colonne-là, ça arrive très souvent dans les problèmes de programmation dynamique, où on a une colonne qui a un paramètre physique réel. On a très souvent des colonnes sur le côté qui sert à rien, parce que, ou alors qui est complètement trivial, parce que le problème du sac à dos avec une masse nulle, bah, c'est un problème trivial. Vous pouvez rien l'emmener, c'est pas grave. Voilà, au revoir. D'accord? Et en fait, après, il vous faut bien entendu avoir accès à la colonne grand M, qui correspond finalement à votre sac intégralement rempli. Alors, on va faire deux, trois commentaires sur le sujet. Et bien sûr, alors cette matrice, elle va donc au milieu, va avoir un truc que je vais appeler AKJ. D'accord? Je suis désolé, j'ai numéroté K, j'aurais dû numéroter I, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, le numéro ligne, c'est K. Parce que je suis en K depuis le début. Voilà. AKI, pardon. AKI en plus. Si j'ai fait, ouais, c'est pas grave. Oui, AKI. AIK, pardon. AIK. Non, bah non, je suis le j'ai été très con dans mes notations, mais c'est pas grave, tant pis, ça vous habituera, d'accord? Donc, petite remarque, les lignes c'est K, et les colonnes c'est I. Je vais enlever ça, sans remettre. Donc, alors, voilà ce qu'on va espérer, et voilà en fait la règle avec laquelle on va remplir ce tableau. Donc là, on va définir AKI, en fait, ce que c'est censé représenter comme nombre. Donc, AKI, c'est égal à un nombre, d'accord? Ça va être un entier, enfin, pas forcément, ça dépend, en fait, en tout cas, ça est du même type que vos valeurs. C'est la valeur optimale que vous pouvez transporter en ayant comme limite le poids i et en utilisant que les objets de 0 jusqu'à k. Donc ça, c'est la valeur optimale du problème PIK. Celui que j'ai appelé là-bas PIK. Du problème où vous utilisez que les objets de 0 jusqu'à k et, et en vous limitant à i dans votre sac à dos. On est d'accord? Voilà. Donc ça veut pas forcément dire que le poids atteint est i, ça veut dire que le poids maximum est i. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se poser deux questions. La première, c'est quelle est la valeur de la première. Enfin, la première, c'est où est-ce qu'on lit le résultat. Et la deuxième, c'est quelle est la valeur de la première ligne. Où est-ce qu'on lit le résultat à l'arrivée? Où est-ce que sera la valeur optimale de mon problème complet, c'est-à-dire du problème où mon sac à dos est borné par grand M et où j'utilise tous les objets a priori. Tu as le droit de dire le coefficient en bas. Voilà, celui-là. Ça sera plus ça. Donc, effectivement, votre solution, la valeur de votre solution, elle est ici. Vous la retrouverez là. Donc en fait, le but du jeu, c'est de remplir la matrice, d'accord? Jusqu'à ce que ce coefficient-là, au départ, tout va être nul. Et puis, ce que vous allez lire là, c'est la valeur de votre chargement optimal. On verra la semaine prochaine comment on fait pour reconstruire la solution, d'accord? Parce qu'on va voir la relation de récurrence entre les. La relation de récurrence, elle n'est pas très compliquée, c'est est-ce que j'utilise l'objet K plus 1? Est-ce que j'ai intérêt à utiliser l'objet K plus 1 par rapport au problème AK? On va regarder comment ça se passe. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, donc, j'ai écrit ce que je viens de faire, je viens de dire, pardon. On lit le résultat final. Donc, je vais faire un truc trivial. En bas à droite, c'est-à-dire, effectivement, si je ne m'ouvre pas, ça fait A, N-1 en ligne et grand M en colonne. Première chose. Et comment on remplit la première ligne? Donc, je vous rappelle qu'elle est numérotée 0, hein, d'accord? Voilà. Alors, effectivement, le premier, ça va être 0.
Tout simplement parce qu'il est a priori impossible. Donc là, l'idée, je vous rappelle, la première ligne, c'est quelle est la valeur optimale que je peux emmener en utilisant que l'objet 0. On est d'accord? Parce que j'utilise les objets de 0 à 0. Donc que l'objet 0. Et en étant limité à la masse qui est indiquée au-dessus. Alors, si vous voulez, les masses qui sont indiquées au-dessus, je vais les faire. Hein. Vous avez 0, 1, 2, tac, 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 tac. Et ici, vous avez grand M. Alors en fait, ici, ce que vous comprenez la physique du problème, c'est quoi la seule question qu'on se pose en fait? Grosso modo, pourquoi là on est sûr que c'est 0? Et jusqu'à quand on est sûr que c'est 0? Ouais. Effectivement, à grand M? Non, pas à grand M. En gros, imaginez que vous avez un. Donc là, je vous rappelle que ça, c'est la masse maximale que vous pouvez transporter. Imaginez que votre objet numéro 0, il passe, je sais pas moi, 15 kilos. Bon, cogiter, c'est pas simple. Si K est supérieur à la masse, on va pouvoir le prendre ou pas le prendre. On va pouvoir le prendre, mais si K est strictement inférieur à la masse, vous ne pouvez pas le prendre. Donc en gros, en fait, l'idée c'est simple, vous allez avoir que des zéros. Jusqu'à où en fait? Jusqu'à quelle colonne? En fait, jusqu'à effectivement, oui, M0. Et dès que vous êtes à M0, et ben en fait, vous allez pouvoir mettre quoi ici? Pas 1. La valeur. Donc c'est quoi? V0. Et ce jusqu'au bout. Petite remarque, si votre objet 0 est plus grand que grand M, ben vous allez avoir que des zéros, et ça c'est physiquement normal, vous ne pouvez pas utiliser cet objet. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui fait 30 kg et que vous ne pouvez porter que 15 kg, celui-là, de toute façon, il sort de l'équation dès le départ. On est d'accord là-dessus? Donc là, vous avez un truc absolument sympa, c'est que vous avez votre première ligne qui est trivialement remplie, c'est votre cas de départ. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplir la matrice de façon itérative, c'est-à-dire de faire une reconstruction de la solution. Alors, je sais que je vais dire de bas en haut, mais c'est de bas en haut, même si. D'accord. Voilà, de bas en haut. Et en fait, au fur et à mesure, notre problème final correspondra exactement au problème qu'on cherche. Question, c'est cette question-là qu'on se posera la semaine prochaine. Quelle est la relation de récurrence entre la ligne K et la ligne K plus 1? Si vous avez réussi à trouver une relation de récurrence entre la ligne K et la ligne K-1, plus exactement sur la fréquence, et ben vous allez pouvoir remplir la ligne 1 à partir de la ligne 0, la ligne 2 à partir de la ligne 1, et puis bah, vous allez remplir ça. Complexité du problème, n fois m. Ce qui, pour les valeurs de n grandes en particulier, des valeurs de m pas trop délirantes, a priori, est largement préférable à 2 puissance n. Parce que c'est linéaire en n. Donc là, pour l'instant, je vous laisse partir parce que je veux qu'on passe du temps à réfléchir sur la relation de récurrence. Donc, on va, la semaine prochaine, on cogite à la relation de récurrence, comprendre un peu comment ça marche. Vous avez le droit de. Spoiler, c'est dans votre folie, donc vous avez le droit de regarder pour vous préparer la semaine prochaine si vous voulez. Et la semaine prochaine, on code ça et on en a terminé pour la programmation dynamique. Et donc, à partir de ça, on fera de la simulation numérique, de la révision de simulation numérique jusqu'à l'essai.